Actu-Soir, c'est l'heure. Merci à tous d'être au rendez-vous de cette émission décryptage de l'actualité qui s'est penchée essentiellement aujourd'hui sur ce briefing presse du commerce extérieur, l'évier de la croissance économique tenue par le ministre du Commerce extérieur Julien Paloukou, ensemble avec celui de la communication et médias Patrick Mouyaya. Et pour parler justement de ce briefing presse, nous recevons ce soir Maître Mohamed Eyinga, qui est analyste des questions politiques, cadre au sein de l'Envol. Maître, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Monsieur Nathan Kalonda, merci de l'invitation. Bonsoir ou bonjour également aux honorables téléspectateurs. Effectivement, Maître Mohamed Eyinga, vous êtes désormais coordonnateur provincial de Envol dans le Haut-Katanga des lycées Sanga. Félicitations, Maître. Merci beaucoup. Merci et voilà, on va commencer justement avec vous, avec cette question. Julien Paloukou a mis le Rwanda dans le rôle néfaste de l'exploitation de ressources naturelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous étant analyste des questions politiques et membre de l'opposition, vous appuyez cette thèse? Merci beaucoup de la parole nous accorder. J'ai suivi avec intérêt les points de presse co-animés par le ministre du Commerce extérieur, M. Julien Paloukou. Ouais. Je m'excuse. Ensemble avec son collègue de la communication et médias. Et tout au long de ces briefings, il est revenu effectivement sur le manque à gagner économique ou l'exploitation de nos minéraux par les Rwandais. Ce qui est vrai que le rôle du Rwanda dans ce que nous subissons dans la partie orientale a été établi par différents experts, y compris ceux des Nations Unies, qui ont effectivement parlé d'une guerre économique. Mais ici, il faudrait préciser, c'est vrai que le ministre a parlé du Rwanda, mais il y a différents acteurs qui interviennent, parce que quand vous lisez minutieusement ces rapports, on ne cite pas qu'uniquement le Rwanda, on cite aussi l'Ouganda, qui est effectivement dans la déstabilisation, dans l'agression dont notre pays est victime. Alors, Maître Mohamed, qu'est-ce que le gouvernement peut faire justement dans un premier temps pour pallier la situation relative au pillage de ressources naturelles ? Écoutez, un gouvernement sérieux est celui qui est à même de pouvoir assurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et là, vous avez affaire à un gouvernement qui est tout sauf sérieux ou responsable, parce qu'il y a une partie non négligeable qui ne dépend pas actuellement du gouvernement congolais, qui n'est pas ou qui n'est plus dirigé par le gouvernement congolais, ou même l'actuel Premier ministre dans l'incapacité matérielle de pouvoir se rendre, notamment Goma, Bunagana, Bukavu, ainsi que d'autres agglomérations qui ne sont plus dirigées par le gouvernement congolais. Ce que le gouvernement doit faire, c'est pacifier toute la RDC, c'est de pouvoir installer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la démocratie du Congo. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Mais selon vous, qu'est-ce qui empêche cela ? Ce qui empêche, c'est justement cette guerre. Vous avez affaire, parce qu'ici, il faudrait préciser que nous avons quand même affaire à des gens qui sont là pour assumer leurs responsabilités. Le gouvernement a l'obligation. La première obligation du gouvernement, c'est de pouvoir assurer la sécurité des personnes ou des Congolais et de leurs biens, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce qu'il y a des compatriotes dont la gestion échappe au gouvernement congolais. Donc le gouvernement doit faire le tout possible pour pouvoir pacifier la partie orientale, pour pouvoir établir véritablement l'autorité de l'État partout. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison, effectivement, c'est vrai qu'il y a des actions qui sont menées du point de vue militaire, mais également du point de vue diplomatique. Et surtout du point de vue diplomatique, on sent qu'il y a plusieurs initiatives dans le cadre sous-régional. Vous saluez ces initiatives-là ? Que nous saluons. Mais ici, nous voudrons préciser en tant qu'opposants, parce que certainement vous aviez suivi la déclaration commune signée notamment par le président Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Délice Sanga, laquelle déclaration est revenue
revenir sur la situation générale du pays et principalement sur la situation sécuritaire. Et dans ces déclarations, les différentes formations politiques représentées par nos présidents susdits sont revenus. On saluait d'abord les différentes initiatives qui sont menées dans les cadres, comme je viens de le dire, sous-régional, régional et international, mais tout en insistant sur le fait que l'initiative qui a l'avantage de pouvoir réunir quasiment tous les Congolais ou créer un large consensus, c'est celle qui est menée à l'interne. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe. Il y a ce qui se passe à l'externe, mais il y a véritablement des problèmes sérieux au niveau interne, des frustrations au niveau interne, mais qui doivent en principe être résolus à l'interne. Et à l'interne, c'est beaucoup plus l'initiative SCC-CNCO qui a même au jour d'aujourd'hui de pouvoir créer un large consensus. Donc nous saluons ce qui se passe, parce que là, il faudrait préciser que c'est des gens à travers le monde qui se réunissent sans nous, mais pour trouver des solutions à nos problèmes. Mais il y a quelqu'un qui a dit que ce qui s'est fait pour nous sans nous est fait contre nous. Mais malheureusement, partout, j'ai même vu tout dernièrement, j'ai été estomaqué de constater tout dernièrement qu'il y a des anciens chefs d'État ainsi que réunis autour de l'actuel président de la République du Togo, facilitateur dans le cadre de l'Union africaine, et qui se sont réunis à Lomé et qui parlaient de nous, mais sans nous. C'est pas responsable. Pendant qu'à l'interne, nous avons des prélats, des pasteurs, nos pères spirituels qui ont pris cette initiative de pouvoir consulter tout le monde, question de pouvoir créer un large consensus et trouver la solution durable aux problèmes que nous rencontrons, mais malheureusement, ils sont diabolisés par les gens du pouvoir. Alors, parce que l'opposition également doit apporter sa pierre à l'édifice, on sait qu'il concerne la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo, parce que cette guerre est également économique, comme on a relevé lors du briefing. Quel est l'apport idéologique, l'apport en termes des idées que l'opposition congolaise peut mettre sur pied pour relever ce défi-là? D'abord, je voudrais préciser que l'opposition congolaise a toujours joué son rôle, parce que chacun doit rester dans ses attributions, dans son rôle. Notre rôle, nous, en tant qu'opposition, c'est de pouvoir analyser froidement l'action gouvernementale et la critiquer positivement et éventuellement de faire des contre-propositions. Voilà. Comme je l'ai dit, nous avions toujours fait cela. Et quant à ce qui nous concerne, nous particulièrement, le parti politique en vol, ensemble avec notre président de l'EC Sanga, vous allez vous rappeler que quand les régimes en place à travers le président Tshisekedi avait pris la décision qui consistait à pouvoir sous-traiter notre sécurité dans le cadre bilatéral et multilatéral. Dans le cadre bilatéral, c'est à travers la coopération avec l'armée rwandaise et ougandaise, parce qu'ici, il faudrait préciser qu'il y avait une coopération avec l'armée rwandaise et par après avec l'armée ougandaise qui est toujours sur le sol congolais, et dans le cadre, mais aussi l'armée burundaise, et dans le cadre multilatéral, dans le cadre justement de l'EAC, où on nous a fait adhérer aveuglément dans l'EAC, et suite à cette adhésion, l'EAC avait envoyé sa mission militaire chez nous, où on a des militaires qui s'est comportés pratiquement touristes, parce que c'est des gens qui venaient et qui n'ont jamais assumé leurs responsabilités comme il se devait. Donc nous avions critiqué cela, tout en déconseillant les régimes et principalement les chefs de l'État à éviter de pouvoir sous-traiter notre sécurité nationale, parce qu'un État sérieux ne se permet pas de pouvoir sous-traiter sa sécurité. Mais nous avions été taxés de tout le nord. Donc nous, opposants, on continue à jouer notre rôle. Et tout dernièrement, par rapport à la situation actuelle, nous avions effectivement analysé la situation tout en demandant qu'au-delà du fait qu'il y a ces initiatives susdites, il faudrait aussi qu'à l'interne, qu'on puisse parler, que les acteurs clés sociopolitiques se mettent autour d'une table et se parlent. Question de pouvoir, si vous voulez, non seulement identifier les causes profondes qui sont à la base de la situation que nous traversons, mais également de mettre sur la table des solutions définitives. Mais malheureusement, on a comme l'impression que les régimes privilégient beaucoup plus ceux qui viennent de l'extérieur, qui viennent Maître Mohamed, par rapport aux initiatives internes. Lors de l'une de ses sorties médiatiques, le président Tshisekedi l'a bien dit qu'il a tendu la main à l'opposition et que l'opposition n'a pas voulu tenir cette main tendue du chef de l'État. Mais aujourd'hui, vous décriez encore le fait que l'opposition n'est pas entendue. Ne pensez-vous pas qu'il y a anguille sous roche? Nous avons suivi ces déclarations du chef de l'État. Ce n'est pas la première déclaration.
Encore faudra-t-il voir s'il y a de la sincérité. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État a effectivement nommé son conseiller ou désigné son conseiller spécial tout en lui confiant la mission de pouvoir faire des consultations. Mais lesquelles consultations boycottées? Il s'est arrêté à consulter les membres de l'Union sacrée. Vous avez boycotté, vous, opposition. Nous voulons aller dans un cadre où celui qui dirige, plus ou moins qui préside ces consultations, soit la personne la plus neutre possible, la plus sincère possible. En ce moment-là, ça nous permettra d'y aller en toute franchise et identifier sérieusement les différents problèmes qui créent la situation que nous traversons actuellement, mais également mettre en place des solutions idoines. Parce que l'initiative qui a été mise en place, elle consistait à pouvoir mettre en place, si vous voulez, un gouvernement d'union nationale. Donc, on ne peut pas résoudre la crise que nous connaissons à l'est du pays tout en résumant cela dans la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas la solution magique qui a été trouvée, parce que cette chose a déjà été trouvée à l'époque par M. Mobutu, qui s'est trouvé pratiquement ou presque dans la même situation, parce qu'à l'époque, il y avait aussi une rébellion qui faisait rage, principalement dans la partie orientale du pays. Et pour trouver la solution à ces problèmes, il s'était permis de pouvoir mettre en place un gouvernement d'union nationale. Mais cela n'avait pas résolu les problèmes. Nous ne voulons pas rester dans des solutions aléatoires. Nous voudrons que nous puissions ensemble, parce que ce pays, c'est l'unique héritage que nous avons, en tout cas pour nous autres qui sommes exclusivement congolais, parce qu'il y en a d'autres qui sont belgo-congolais, mais pour nous autres qui sommes exclusivement congolais, nous n'avons que ça comme héritage, et donc nous avons tout à fait intérêt à pouvoir éteindre l'incendie en se mettant autour d'une table, question de pouvoir identifier sérieusement les différents problèmes et apporter des solutions idoines. Alors, parce qu'il faut trouver des solutions à cette insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, le ministre Paluku a justement épinglé que cette insécurité persistante nuit à l'attractivité de la RDC sur la scène internationale. Alors, Maître Mohamed Eyengake peut faire la RDC dans un premier temps en dépit de la guerre pour faire une relance économique? En tout cas, on ne peut pas faire une véritable relance économique dans un État en proie à l'insécurité, dans un État qui est très instable, dans un État où il y a non seulement l'insécurité avec la guerre, mais aussi un mauvais climat des affaires, c'est-à-dire l'insécurité juridique et judiciaire. Donc, il faudrait qu'ensemble, que nous puissions effectivement mettre fin à cette insécurité, à ces atrocités qui ne font qu'endeuiller et ensanglanter nos compatriotes de la partie orientale. Et en ce moment-là, ça nous permet aussi de pouvoir créer une sécurité juridique et judiciaire. Parce que pour faire de telle sorte que les véritables investisseurs viennent investir chez nous, il faudrait mettre d'abord fin à cette insécurité à l'est du pays, mais également créer une véritable justice judiciaire et juridique. En ce moment-là, ce pays sera de plus en plus attractif et les gens viendront avec leurs capitaux pour investir, et au finish, c'est la population congolaise qui en sera bénéficiaire. Alors, pensez-vous que c'est un processus à court ou à long terme pour en arriver? Je pense que c'est un processus qui doit être à moyen et à long terme. Parce qu'à court terme, déjà, que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir mettre fin à la guerre. Parce que la guerre, c'est pas seulement à l'Est, même à la porte de Kinshasa, avec les Mobondo, il y a la guerre à la porte de Kinshasa. Et que vous êtes sans ignorer que dernièrement, quand il y a eu des manifestations, les opérateurs économiques ont été visés à Kinshasa principalement. Et c'est là, c'est un comportement qui ne peut pas, malheureusement, pousser les gens à venir investir des capitaux conséquents chez nous. Donc, on doit d'abord mettre fin à la guerre que nous subissons dans la partie orientale, même à la partie de Kinshasa. Ça nous permettra de créer un véritable climat des affaires, parce que ce n'est pas le cas actuellement, où il y a trop de tracasseries, où il y a de l'insécurité judiciaire et juridique. Ce n'est qu'en ce moment-là que nous serons à même de pouvoir faire appel à tous ces gens qui ont des capitaux, mais qui n'attendent que nous puissions mettre fin à la guerre, mais
mais également créer un bon climat des affaires, c'est-à-dire créer une véritable justice juridique et judiciaire en ce moment-là. Ils viendront parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de ressources qui regorgent notre pays, ils ont des capitaux, ils viendront effectivement pour pouvoir investir sérieusement dans notre pays. Merci Maître Mohamed, c'était votre parole de conclusion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, messieurs les journalistes, et merci également de nous avoir accordé cette opportunité. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés sur HK6 Télévision. Restez avec nous, la grande édition du journal, c'est juste après.